C'est parti alors. Ce soir, on s'était dit qu'on. Bonsoir à tous déjà. On s'était dit qu'on voulait faire un apéro gourmand à plusieurs voix parce que j'avais rencontré plusieurs personnes et je trouvais qu'il y avait une problématique qui était intéressante de partager tous ensemble sur quand on démarre une boîte et spécifiquement un business de communauté, comment on fait pour lancer les choses, pour s'outiller et pour avancer dans son aventure entrepreneuriale. Donc on a la chance là ce soir d'accueillir Maxence de Coino et David de l'ENISA. Je vais faire une petite intro, puis après on va présenter chacune des boîtes et puis on va échanger sur cette question de scaling et d'outils IT. La première problématique en gros qu'on a très souvent, c'est quand on veut démarrer de manière opérationnelle, on fait au plus simple. Donc on va prendre des outils en mode SaaS pour aller vite, pouvoir aller vite à l'opérationnel. La difficulté du SaaS, c'est que ça peut coûter cher quand on commence à grandir. Donc c'est un peu pénible. On peut le comparer à de la drogue dure où au départ c'est gratuit la première dose, mais après ça fait mal. Donc c'est très pratique pour démarrer. Mais il y a un moment où on va avoir envie de changer un peu de mode et d'outils. Ce moment n'est pas toujours le même et c'est ça qui est intéressant un peu ce soir de discuter en termes de témoignages et puis de discuter tous ensemble pour voir qu'est-ce qui déclenche la douleur en gros et l'envie de changer et vers quoi on change parce que à l'inverse, investir dans un vrai système d'information, ça coûte cher, ça demande du temps de réflexion et on n'est pas toujours disponible au démarrage pour faire cette démarche. Après, il y a des sous-questions, on va dire, opérationnelles du comment qui se posent. Si on veut se lancer dans ces questions d'outillage informatique, comment on fait? Est-ce qu'on recrute? Est-ce qu'on fait faire à l'extérieur? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Encore une fois, à quel moment on le fait dans la vie de l'entreprise et dans le parcours entrepreneurial? Que chacun raconte un peu quels sont ses chemins et ses choix. Et puis, combien ça coûte tout ça? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Qui est intéressante et on va voir qu'il y a différents types de réponses. Voilà. Le point commun de ce soir, c'est que les trois sociétés, donc avec Skid aussi, qui nous accueille, c'est ce business model communautaire. Je voulais juste revenir très rapidement sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de boîtes qui se lancent avec ce modèle communautaire et quels sont les challenges associés à ce modèle. Le premier, pour faire simple, pourquoi une communauté? C'est parce que ça correspond aux envies de freelancing actuelles d'un certain nombre de personnes et ça donne globalement plus de sens aux personnes qui vont participer à cette communauté. Donc ça c'est d'un côté avec les gens qui vont travailler, qui vont faire partie de cette communauté. Ça c'est un extrait d'un slide, d'une présentation qu'on a déjà faite. Il y a plein de détails mais on vous le repartagera. Mais grosso modo ça donne du sens aux gens qui vont faire partie de la communauté. Ça c'est d'un côté du scope. Et de l'autre côté, c'est un autre intérêt, c'est que ça permet d'avoir une certaine souplesse et de répondre à des clients ou à des partenaires qui n'ont pas forcément le bon nombre de ressources par rapport à leurs besoins. Et ça leur amène une certaine souplesse en fait pour compléter les ressources qu'ils ont en interne. Donc ça amène une élasticité finalement qui permet de suivre beaucoup mieux le besoin des clients concernés. Donc pour ces deux raisons-là, on a une approche communautaire. La troisième raison, c'est que quand on entreprend, on a envie de scaler et on veut un peu d'horizontalité, donc ce côté communautaire permet ça également. Là, je vous ai mis une photo magnifique, ça ressemble à Hubble, mais ça n'est pas Hubble. C'est une des premières images de la communauté Skid qu'on a fait. Je trouve ça assez poétique, mais au-delà de ça, ça pose une vraie question et je l'ai utilisé pour basculer sur les challenges associés au fait de se lancer et de développer une communauté. L'un des premiers challenges, c'est quoi les limites de l'organisation et de l'entreprise et de la communauté. Et il y a une question d'observabilité. Comment est-ce qu'on sait ce qui se passe dans sa communauté? Comment on sait est-ce que les membres sont impliqués, sont pas impliqués, font n'importe quoi ou pas, vont avoir envie d'avoir des actions, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et là, cette photo, on l'a prise uniquement en observant et en monitorant tous les échanges qui se passent dans la messagerie instantanée, donc Rocket Chat pour nous, l'équivalent de Slack en open source, de manière quantitative.
Et en fait, rien qu'en faisant ça, on est capable de mapper en fait, des relations entre les individus, les organisations, les partenaires, et finalement même de définir des rôles, etc. Enfin, c'est assez riche d'informations, mais c'est juste pour vous illustrer qu'on va avoir besoin d'outils pour observer ce qui se passe. Et donc par exemple, si à un moment il y a deux personnes qui discutent beaucoup, il y a peut-être une crise, il y a peut-être un problème humain entre deux personnes. Si elles ne discutent pas du tout, peut-être qu'elles devraient en fait, parce qu'elles sont en relation, elles doivent travailler ensemble, puis elles ne discutent pas, etc. Donc ça permet de détecter des choses. Donc ça c'est juste pour montrer cette problématique d'observabilité. On avait modélisé, quand on a lancé notre programme de recherche, finalement, les différents axes de challenge en gros et de questionnement qu'on doit avoir quand on lance une communauté de services, ce qui est le cas de nous trois ici ce soir. Il y a en gros, ce qui est en rose, il y a trois sujets, la question des outils, la question des méthodes et la question en gros de l'organisation elle-même. Donc l'organisation, si elle est distribuée, si elle est ouverte, si on peut recruter n'importe qui, ça pose plein de questions, d'homogénéité des pratiques, est-ce que les gens s'entendent entre eux, etc. Les outils, comment on fait pour automatiser les processus, parce que c'est une condition sine qua non pour passer à l'échelle, comment on fait pour scaler tout ça, comment on fait pour rendre le système intelligent, pour avoir cette observabilité. Et puis après, il y a des questions de méthode qui sont un peu plus liées au métier, mais comment on fait pour piloter l'ensemble, s'assurer que la qualité d'exécution est bonne et qu'on ait une bonne vélocité. On avait été beaucoup plus loin pour détailler ces challenges pour notre programme de recherche. Alors je ne vous rentre pas dans le détail, mais ce qu'on va retrouver sur la droite, c'est finalement des points communs à toutes les communautés, quel que soit le business. C'est qu'à un moment, on veut recruter des gens, donc il faut aller les chercher. Où est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'ils nous connaissent? Ensuite, il faut les onboarder, il faut les accueillir correctement parce que sinon ça ne se passe pas bien. Il y a toute une question de mise à niveau des compétences, donc d'apprentissage, de formation. Ensuite, comment on distribue le travail, comment on gère la contractualisation, la qualité, la dynamique de la communauté, la facturation, les paiements, etc., les outils de travail, de communication et même l'infrastructure IT. Et tous ces trucs-là, en fait, je pense qu'on a tous ces besoins-là. Voilà. Donc ça, c'est la petite intro. Pour dire que c'est pas si simple que ça, il y a quand même un certain nombre d'outils et de questions qui se posent. Après, je propose que chacun d'entre nous se présente brièvement. Donc, on a mis trois screens en gros par société. Et après, on va continuer la discussion et revenir sur les questions initiales pour voir un peu comment chacun a répondu à tout ça. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou est-ce que ça vous va? Si ça va, on avance. Maxence? Ouais. Coino. Enchanté. Moi, j'ai créé Coino. Je suis parti en fait d'un constat. Moi, j'étais freelance en fait en parallèle de mes études. En fait, il y avait un associé d'un cabinet de conseil qui m'avait fait confiance et qui m'avait dit écoute, au lieu de te prendre un stage au bout d'un an d'études, je te propose de travailler tous les jeudis pour moi. Et en fait, j'ai appris énormément, mais je ne me serais pas lancé en tant que freelance si j'avais pas eu cette personne-là qui m'avait un peu motivé. Et donc finalement, j'ai fait une première année de freelancing avec un jour, puis 2, puis 3 jours par semaine. Et finalement, pendant toutes mes études, donc pendant mes 5 ans d'études, j'ai fait du freelancing. Et en fait, à la fin de ces études, même quasi à la fin de ces études, avec 4 autres potes qui étaient aussi freelance, on s'est dit, au lieu d'être un peu seul de notre côté, pourquoi pas justement se rassembler, faire un petit cabinet de conseil à 4, et puis proposer nos services à 2, à 3, à 4 pour nos clients. Et ça a super bien fonctionné pour notre première année, puisqu'en fait, nos clients nous appelaient pour un besoin en marketing, puis un autre en finance. Et donc, finalement, on a fait bosser aussi un autre pote, parce qu'on n'avait plus de dispo, un deuxième pote, puis après 100 potes. Et ça, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à changer. On va créer une communauté. Et donc, en fait, de là, on a créé Coino, qui est donc une communauté et une plateforme à destination des jeunes talents. Donc, en fait, on recrute les meilleurs talents qui sortent d'écoles de commerce, d'ingénieurs, de design, d'université. Et en fait, on les fait travailler pour nos clients. Et en fait, nos clients, c'était aussi un trou dans la raquette pour eux, puisqu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'adresser des jeunes talents comme des experts. Ils avaient plus l'habitude de les voir comme des stagiaires ou de la main d'œuvre. Et donc nous, on a essayé de redonner de la valeur, revaloriser les talents. Et donc maintenant, on fait ça depuis 1 an et demi. Et donc on a 1500 personnes qui ont rejoint notre communauté. Donc maintenant, on a des profils aussi qui sont jusqu'à par exemple 35 ans. Et en fait, on les accompagne, donc soit parfois dans la première réalisation de leur mission en freelance, soit ils ont l'habitude de réaliser des missions en freelance, on leur trouve des clients. Et surtout, on ramène. En fait, moi j'étais freelance avant, donc je connaissais les autres plateformes. Et eux, ils avaient un focus très client.
Et donc moi je me suis dit, moi je veux plus avoir un focus freelance. Donc mon goal c'est de pouvoir ramener les gens dans une communauté où ils peuvent échanger, se partager des ressources, s'entraider. Puisqu'en fait quand je travaillais par exemple pour des DSI, je m'étais rendu compte que eux-mêmes à l'échelle d'un DSI, ils avaient 4-5 DSI sur un groupe WhatsApp sur lequel ils échangeaient sur par exemple des outils. Et je me suis dit mais finalement un freelance il a besoin de faire la même chose pour un projet ou autre. Et donc je me suis dit que ça pouvait être très bien à partir d'une communauté. Et donc maintenant on a plein de clients qui nous font confiance, donc on est content. Objectif 2024, toujours plus de monde, toujours plus de missions. Donc voilà. C'était mis. Ouais, voilà, ça c'est un screen de notre site. Avec Marie qui t'a envoyé un petit message. Voilà, automatiquement. Exactement. Et pourquoi vous êtes les plus talentueux? Pourquoi on est les plus talentueux? Parce qu'en fait, déjà dans un premier temps pour nos clients, on a la casquette, on met notre casquette de cabinet de conseil au tout début quand ils nous appellent pour définir si en fait on va être les meilleurs pour les accompagner. Donc on dit ça, mais dans la réalité, c'est juste de s'assurer que lui, il a la maturité de pouvoir se faire accompagner dans son projet. Donc je pense qu'il y a 50% des missions qu'on refuse, puisqu'on va s'assurer que la mission qu'on propose à notre communauté, donc à nos freelances, en fait, il va pouvoir bien la réaliser en étant confiance en lui, être bien accompagné, etc. Et donc des profils, enfin des entreprises qui parfois n'ont pas forcément beaucoup de budget ou ont des budgets trop faibles par rapport à ce qu'ils demandent, ça relève certains red flags. On leur dit bah écoutez, nous on peut vous aider sur certaines parties, peut-être pas tout de suite. Et comme ça protège d'une certaine manière nos freelances. Et par contre, dès que la mission se lance, on a qualifié vraiment le besoin, chose que parfois les indépendants, ils ont peur ou pas envie de faire parce qu'ils se disent bon je vais le faire mais finalement il va pas convertir avec moi. Donc nous on s'occupe de le faire. Et à côté de ça on trouve trois talents. On sélectionne 3 talents qu'on envoie à notre client pour un seul besoin. Et donc il peut choisir un parmi les 3 pour le rencontrer. Si le freelance il a déjà réalisé une mission avec nous, enfin c'est quasi direct, puisqu'on a confiance en lui, on sait que ça s'est bien passé pour notre client. Et s'il n'a pas encore réalisé une mission, on le challenge un peu au début, on lui fait passer plusieurs entretiens. Et comme ça on s'assure de la qualité du côté du client. Et après le freelance il a effectivement tout un processus d'onboarding chez nous. Et il a des points toutes les semaines, toutes les 2 semaines si besoin. Donc il y a quand même il y a 2 systèmes. Il y a le système vraiment projet, donc où le client veut être accompagné par nous pour justement la conception de son projet avec une équipe de freelance ou autre. Donc nous on est porteur du projet. Et sinon il y a vraiment le côté mise en relation avec quand même un accompagnement de notre côté. En fait le freelance est 100% par exemple pour la boîte avec une directive de la société. Mais nous on vient lui rajouter de l'information, de l'input, des conseils chaque fin de semaine, chaque fin de mois. Voilà. J'ai encore inscrit, je sais pas si tu veux parler. Ouais. 1300, 1500, ça augmente assez rapidement. C'est ça qui est cool, mais j'ai pas le temps de changer le site. Donc on a bien évolué aussi au niveau des... Parce qu'en fait tout le processus de sélection, même de nos freelances ou de nos clients, ça nous permet d'avoir des clients qui sont satisfaits. En fait on a un focus scale-up grand compte, dans le sens où on ne veut pas un partenariat sur une seule mission. On veut vraiment un accompagnement sur du long terme, donc d'être un partenaire de 1 an jusqu'à 2 ans pour des clients qui vont m'appeler le matin pour me demander un profil en marketing et le soir pour un profil dev. Et donc ça c'est vraiment, on va apporter vraiment de la valeur puisqu'on va avoir une connaissance de toutes ces problématiques. Et puis moi je vais pouvoir m'endormir le soir et me dire bah, finalement il y a une boîte qui avec tous nos freelances marche mieux et que nos freelances sont contents parce que bah, ils rejoignent la communauté, ils essayent d'échanger, ils se rencontrent, ils parlent bien de nous. Et ça, je pense que dans la communauté des freelances, ça vaut énormément. Puisque quand j'étais freelance, ça parlait pas très bien des autres plateformes. Donc quand ça parle bien de nous, moi je suis content. Ok, non, merci. Puis on y reviendra après. David, c'est à toi. Donc David s'en va. Donc je suis un peu plus âgé que mon collègue d'à côté. Voilà, je suis un vieux start-upper. Donc j'ai lancé l'Emissa il y a 2 ans et demi maintenant. Et ça a grandi plutôt assez rapidement. Je suis parti du constat que dans toute ma carrière, j'avais souvent eu besoin de faire du traitement manuel de données et que 9 fois sur 10, je ne trouvais pas en interne soit la capacité, soit le temps de le faire. Et qu'il existe, chaque fois qu'il y a besoin de traiter beaucoup de données, des BPO, des Business Process Outsourcing, mais que c'est très compliqué, très long de les mettre en œuvre et surtout il faut traiter énormément de données. Et
une fois qu'on a fait appel à eux, souvent c'est pas très flexible. Et donc pour répondre à ce besoin-là, j'ai eu l'idée de développer finalement une communauté qui s'appelle Denissa, où on va répondre à la fois aux besoins des entreprises en France pour l'instant sur ces problématiques qui sont soit de la reprise de données pour préparer une migration, soit de l'entraînement de systèmes d'intelligence artificielle, soit de substitution à des processus manuels, le temps de les automatiser, ou parce qu'ils ne sont pas automatisables, ou parce que ce sont des rejets de systèmes d'intelligence artificielle. L'idée de mettre à disposition une communauté en réglant de l'autre côté le problème de jeunes en Afrique francophone, problème que je connais relativement bien puisque j'ai la moitié de ma famille qui est originaire du Congo-Brazzaville. Et donc il y a des problèmes de jeunes qui ne peuvent pas avoir de financement de leurs études dès qu'ils sont de milieux modestes, puisqu'il n'y a quasiment pas de système de bourse. Des problèmes d'emploi de jeunes diplômés de l'université, puisque c'est entre 20 et 40% le taux de chômage des jeunes diplômés en Afrique subsaharienne. Et puis des problèmes de jeunes mamans qui souhaitent s'arrêter pour élever leurs jeunes enfants quelques mois ou quelques années. Et donc, en ciblant ces trois types de profils, on peut arriver à recruter des jeunes qui sont en général entre Bac+2 et Bac+5, capables très rapidement de s'intégrer, et donc on les forme et on répond comme ça aux besoins de société. Voilà. Deux autres écrans. Ça, c'est les pays où tu es. Voilà, donc on a démarré et on a choisi, et donc ça c'est un des énormes atouts que l'on a, c'est que on a réparti le risque, c'est-à-dire contrairement à un BPO qui va s'implanter à Madagascar, à Maurice ou au Maroc, tout de suite on a choisi de s'implanter dans les grandes villes, dans les grandes capitales africaines, puisque ça permet d'avoir quand même un minimum d'infrastructures, même s'il y a des problématiques de coupure d'eau ou de réseau de temps en temps. Mais au bout de 2 ans, et déjà au bout d'1 an on était dans 6 pays, et au bout de 2 ans là on est dans 8 pays, et qu'on couvre les 4 fuseaux horaires d'Afrique, ce qui fait qu'on est capable d'offrir du 24-24 quasiment, puisque quand on se termine à minuit ou 1h du matin, puisque ce sont des indépendants, ils peuvent finir tard, et souvent ils finissent tard, puisqu'ils ont d'autres choses, ils sont étudiants, ils s'occupent de leurs enfants, ou ils commencent tôt. Et donc quand on finit tard au Sénégal, on commence tôt à Madrid. Voilà. Puisqu'il y a 4 heures de décalage entre les deux fuseaux horaires. Tu as combien de membres dans la communauté? Donc aujourd'hui on est un peu plus... On est à 300, on va passer les 300 là, en fin d'année, et on devrait doubler sur 2024. On devrait passer à 600. J'ai mis les différences aussi. Voilà, c'est effectivement, ça c'est issu de notre site, il faut que je le remette au bout du jour, mais vous avez une petite plaquette qui explique un petit peu mieux tout ça. Mais en gros, on fait de la labellisation de documents pour l'entraînement de systèmes d'intelligence artificielle. On peut faire de l'enrichissement de données, donc de la recherche, du complément d'informations, pour recroiser des données, et puis on peut faire de la retranscription, éventuellement de la rédaction, même si toute cette partie-là, qu'on avait heureusement peu explorée, est en train d'être démontée par ChatGPT. Voilà. Mais il y a de toute façon énormément, en fait, on a l'impression qu'il y a peu d'opportunités parce qu'on automatise. Mais en fait, chaque fois qu'on automatise, il y a plus de données. Et donc, il y a besoin de croiser les données, on a besoin de retrouver de la cohérence, souvent elles deviennent obsolètes, on a des systèmes, on rachète un concurrent, les données ne sont pas brocantées de la même manière, il faut les recroiser. Voilà. Donc en fait, il y a quand même beaucoup d'opportunités, même si effectivement, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, entre guillemets. Mais comme il y a de plus en plus de données, puisque c'est ce qui est marqué dans la plaquette, les données ont été multipliées par 10 entre 2015 et
maintenant, quoi. Donc, et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais pas forcément la qualité. Mais pas forcément la qualité. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et c'est un des énormes enjeux de. Ouais. C'est ce un de mes derniers posts que j'ai fait là, il y a avant-hier. On y revient après. Ben, merci David. Le troisième de l'échantillon, c'est Skill, donc c'est nous. Nous, on est une communauté open source IT, donc on propose de fournir des ressources et de répondre à l'élasticité des besoins dont on parlait au début. Donc nos clients, nos partenaires n'ont pas toujours le bon nombre de personnes pour faire ça, donc on vient aider et proposer à chacun qu'il crée sa propre sous-communauté avec des personnes avec qui ils vont créer de la confiance, une culture partagée et un peu comme tu disais Maxence, du coup ils vont venir pouvoir piocher dedans quand il y a des besoins sans pour autant avoir la lourdeur ou l'engagement d'avoir un équivalent temps plein. Et donc ça amène le bon niveau de souplesse pour réaliser les projets qui vont bien. On a à peu près, nous, une cinquantaine de développeurs et simplement on englobe dans la communauté, on approche de la même manière les clients, les partenaires, les fournisseurs, etc. Et donc au total, dans les outils, on a à peu près, c'était à l'époque aussi, il faut qu'on le mette à jour, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de 1000 personnes qui collaborent là-dedans. Et donc il y a des communautés à la fois très techniques sur des stacks, il y a des communautés plus clients autour de certaines boîtes, et puis il y a des communautés qui sont autour carrément de tout leur système d'information avec la technologie là qu'on appelle Plasma qu'on utilise aussi. Voilà. Donc voilà, donc on a 3 échantillons de boîtes qui ont une taille de communauté de quelques centaines de personnes. Et j'aimerais bien qu'on revienne du coup sur un peu ce qu'on disait au début. Notamment parce que par exemple quand on s'est croisés et que j'ai rencontré Maxence et Koino, je sais qu'au départ vous utilisiez Slack par exemple, toi aussi David, et puis là vous étiez en train de faire le mouvement vers de demander à une boîte de vous aider à set up un Discord. Alors j'étais curieux du coup aussi d'en savoir un peu plus par exemple. Ouais. Alors en fait nous on était sur Slack au tout début pour gérer nos missions. Enfin, on avait finalement 2 Slack. On avait notre Slack interne, on avait notre Slack externe avec nos freelances, donc on avait un canal par mission et puis on faisait du feedback, on aidait à la collaboration. Et en fait on avait toujours aussi un canal qui était off de mission, où on avait aussi automatisé le fait que quand on avait un nouveau client ou une nouvelle mission qualifiée, on publiait l'offre. Le problème là-dedans c'est que on avait atteint peut-être 700 personnes dessus. 700 personnes, si on veut les convertir sur du payant, mettre en plus de choses, Slack c'est hors de prix. Je confirme. Et Discord c'est gratuit. Hors de prix, c'est quoi ? Je pense que c'est 10 € par C'est utilisateur. ça, c'est entre 10 et 15 € selon les configurations, mais 10 c'est le minimum. Donc ça ferait 7 000 € par mois. Quoi. Donc ça fait beaucoup. Ça fait mal. 100 000 balles l'année pour C'est- 100 000 €, tu te montes au... Tu peux faire d'autres Ouais, choses. c'est ça. Je peux faire autre chose. Et donc en plus pour moi la feature ce qui m'intéressait c'est d'avoir l'historique des informations pour pouvoir faire du retour d'informations, piner des messages, etc. Enfin Slack ne me le proposait pas ou alors à 7 000 €, donc j'ai décidé de me dire déjà là-dessus je vais changer. Mais bon on repoussait un peu la date et puis un jour il y a mon associé qui me dit devine quoi, mon syndic de copropriété est sur Discord. Et je lui dis mais attends mais ton syndic de copropriété c'est quoi la moyenne d'âge, etc. Parce que est-ce que vraiment des gens vont aller dessus? Parce que moi j'avais une image de Discord plus gamer, etc. Donc j'avais pas retesté Discord depuis longtemps. Et finalement je suis retombé dessus, j'ai redécouvert d'autres communautés, je me suis fait un peu séduire. Et puis j'ai parlé avec un gars qui monte des communautés Discord pour des clients, qui m'a parlé de ça et j'ai trouvé que ça pourrait très bien fonctionner pour nous. Et donc lui en plus de créer, au début son business c'est plus d'animer des communautés Discord, mais en fait au début il l'a créé, il nous a créé une communauté Discord et le but c'est qu'aussi il puisse l'animer, c'est-à-dire se charger de répondre aux personnes, créer des webinaires dessus, qui en fait est quand même un travail à temps plein finalement parce que j'essaie de le faire aussi de temps en temps, mais répondre aux gens c'est important. Et donc Community manager du temps conversationnel. c'est ça, sur Discord. Donc, mais avec une équipe parfois de même jusqu'à peut-être 5 personnes, puisqu'en fait on peut sur Discord on peut créer on va dire des tâches pour que les personnes puissent être incentivées. Donc par exemple, une des tâches que moi je voulais mettre en place, c'est on a des ambassadeurs au sein de toutes les écoles, des meilleures écoles, qui vont par exemple relayer des offres ou aller parler avec la direction des relations entreprises, créer des liens, etc.
Et en fait, en leur mettant par exemple des tâches comme ramène X personnes de ton école, tu vas être dans un leaderboard. Là-dessus, si tu es le premier de ton leaderboard, je sais pas, on va peut-être acheter des Ça AirPods. gamifie Ouais, exactement. la performance. Et en plus de ça, ils sont aussi rémunérés au nombre de personnes qui ramènent dans la communauté ou des personnes qui réalisent des missions grâce à nous. Et tout ça, ça facilite comment on peut traquer tout ça là-dessus. Et en fait, c'est mieux géré que Slack sur la partie des canaux. En fait, sur Slack, on va avoir un canal, une discussion. Sur Discord, on peut créer des forums où en fait, on va faire une agrégation des discussions sur des thématiques, ce qui fait que ça évite que ça pollue plus facilement. Parce que sur la Slack, ça pollue pas mal. Et donc voilà, on est passé sur Discord pour ça. Donc là, on vient tout juste de lancer, même pas une semaine. Et donc tous les nouveaux freelances qui s'inscrivent chez nous font leur onboarding sur Discord. Et en fait, ce qui est en train d'être développé pour janvier, c'est que ça va être aussi lié avec un onboarding un peu plus personnalisé, avec des vidéos, etc. pour présenter tous nos outils, comment on fonctionne, s'ils lancent une autre mission aussi, comment ça va se passer. Donc voilà, Ça va vous coûter autant, mais ce sera animé. c'est ça. Ouais. Ça va nous coûter peut-être 1 000 € par mois, mais au moins c'est animé, quoi. Donc je pense qu'il y aura un retour sur investissement, puisque de toutes les communautés, plateformes qui existent, je ne connais pas une plateforme qui a réussi à animer sa communauté. Mais est-ce que ça reste une démarche qui est en silo, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une réflexion sur les rôles et sur l'integration avec les autres outils dont on voyait tout à l'heure les challenges ou pas du tout? Ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Ça peut être un sujet. Pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, qui est aussi compliqué, mais je me dis que c'est un travail exponentiel, c'est chaque mission. Nous, on a beaucoup de méthodologies. On était aussi des anciens consultants, donc des anciens freelances. Donc, on a mis en place des méthodologies chez des clients qui peuvent servir pour d'autres de nos freelances. Donc, en fait, à chaque fin de mission, on prend les apprentissages, on les référencie sur, par exemple, un Notion, qui en fait va être transformé en une sorte de Wikipédia développé pour nous, pour notre communauté. Avec justement comment tu as adressé ce client avec ce besoin-là, quel outil tu as utilisé, quelle méthode. Pour faire de l'amélioration continue. Exactement. Ce qu'on appelle La nous, qualité. la knowledge base. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, donc ça c'est une réflexion. Pour l'instant c'est un remplacement brique à brique quoi, d'une certaine manière. Ouais. C'est juste Slack est trop cher, donc paf, Slack est trop cher, puis en fait on n'avait pas d'engagement. En plus. Ouais, et Features. features en plus. Ouais, non, et amélioration aussi. Et puis tu étais en version gratuite. Donc, De Slack, oui. Ouais, donc au bout de 3 mois, tu n'avais plus d'historique. Mais c'est étonnant, par contre ils m'ont mis l'abonnement gratuit pendant quasi 1 an. Parce qu'en fait à Ouais, chaque c'est fois Un an. Ah, c'est peut-être un an, oui. C'est peut-être un an. Vous êtes Ouais. encore en version gratuite? Ouais, je pense. Comment j'avais dit. Vous êtes sur Slack aussi, non Vous êtes tous Slack aussi, Vous êtes sur Patricia? Slack aussi Ouais, ouais, Eh, vous êtes pas mal nombreux aussi en plus. ouais, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Ça va coûter assez L'organisation, cher. le channel, c'est une question. Mais, Ça demande un peu de rigueur. mais Discord, vous trouvez ça bien pour gérer les communautés Ouais. Ça a l'air. Ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien parce que moi j'avais jamais eu un taux d'engagement aussi important. J'étais assez impressionné parce que quand on s'est lancé, au début j'avais un peu peur, je me suis dit oula, les nouveaux ils vont arriver, ils vont se dire il n'y a personne sur Discord, c'est bizarre. J'avais pas encore annoncé à notre communauté Slack qu'on passait sur Discord, ni à les gens qui s'étaient inscrits. Et en fait les premiers naturellement, ils suivaient notre process, ils se présentaient sur des canaux. Bonjour, je fais ça, ravi de vous connaître, on partage des gens qui nous donnaient des livres à lire. Moi je trouvais ça bien, j'ai dit allez on continue. Et en fait c'est une phrase que justement la personne qui nous accompagnait pour créer ce Discord m'a dit, c'est si tu les engages dès le début à envoyer le premier message, ça va enlever tout le reste et ils vont pouvoir échanger beaucoup plus facilement. En fait le problème il n'est pas sur comment peut être ta communauté, c'est vraiment juste le premier message. Et après ça vient, les gens ils ont envie de parler dans tous les cas. Oui, non, je pense, par rapport au problème de VSI, c'est que, alors moi, je suis pas un expert de Discord, mais les gens sont dessus. J'ai plutôt tendance à essayer de les enlever. Mais ça reste quand même des canaux de discussion uniquement, non? Ou il y a d'autres. Est-ce que c'est structuré? C'est quoi ta question, Charlie? Bah, c'est qu'en fait, ok, au début, tu ramènes du gens pour faire du chat et tout ça, ou pour faire du mid-journée. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient foutu mid-journée là-dessus. Par exemple, pour moi, c'est une aberration Ils complète. sont en train de sortir. Ouais, bon. Pas de mauvaise Moi, personnellement, on en parle tous les jours. Je discute avec des product managers et tout. Oui, alors le design, l'expérience utilisateur, machin, et tout. Mid-journée sur un truc, je me demandais, mais c'est qui le product manager qui a pensé ça? Tu vois, pour moi, c'était. J'ai sauté au plafond quand j'ai vu ça. Bref. Et du coup, ma question, c'est
Est-ce que ça reste des canaux de discussion ou est-ce que, enfin, globalement, quand tu as envie de sortir du truc de canaux de discussion, qu'est-ce que tu peux faire sur Discord? Parce que ça me paraît finalement très restreint comme. Bah, je pensais aussi, et en fait on peut même créer des webinaires sur Discord, donc des annonces où on va avoir un live, où tu vas avoir toute ta communauté qui va pouvoir se connecter hyper rapidement. Tu peux aussi les faire monter à la même image que Zoom sur la scène, et puis en fait tu as aussi des espaces où tu peux discuter. Donc il y a certains qui me disaient j'ai une question, est-ce qu'on peut venir en vocal? Hop, tu réponds, c'est plus simple qu'un message vocal en 2 minutes, c'est plus simple que de caler un rendez-vous. Si t'es dispo, voilà, ça te prend 5 minutes, c'est parti. Et nous, pour chacune des missions, maintenant, on a un canal qui était avant donc sur Discord, sur Slack, qui est maintenant sur Discord. Donc je parle avec tous mes free sur Discord. D'accord. Et tu intègres les clients aussi dedans. Donc pas encore. Et puis ils ont des accès différents que ceux des freelances. Donc en fait, on s'inscrit. Il y a un process d'ailleurs qui est d'ailleurs mieux que Slack là-dessus. C'est que quand on s'inscrit on rejoint notre communauté sur Discord, tu choisis si tu es un client, un freelance, un ambassadeur, et quels sont les sujets de discussion qui t'intéressent ou tes spécialités. Et donc là-dessus, tu ne rejoins pas les mêmes canaux. Donc ça évite que je te contacte pour te proposer une mission en dev si tu es par exemple sales. Et donc ça permet de mieux segmenter et éviter que tu es spammé de partout. Sachant que j'ai tout redéveloppé sur Discord. Donc maintenant, toutes nos nouvelles missions sont envoyées automatiquement aussi sur Discord via des bots. Ok, ouais, les connexions extérieures aussi sont assez. Ouais. Moi je pensais que ça allait être. On m'avait dit que ça allait être peut-être plus compliqué que Slack, mais finalement non. Ouais. Donc, Tu peux implémenter pas mal de scripts, notamment Oui. comme tu disais tout à l'heure, à savoir gamifier un petit peu l'expérience. Tu peux automatiser tout comme ça. Ouais, en fait, il y a des plugins. Hein. Il y a des plugins. Oui, mais je pense que effectivement, à partir du moment où on met des plugins, ces fonctionnalités peuvent exister. La seule chose, c'est que il y a des modèles d'affaires qui font que dans certains cas, ça coûte une blinde, quoi. Ouais, non, mais moi, c'est plus. Moi, je sais que ce qui me préoccupe vachement par rapport aux problématiques de SI, est-ce que tu fais ton propre SI, est-ce que tu vas sur les plateformes de SaaS? Moi, une des grosses problématiques que j'ai avec les sociétés que je conseille, notamment beaucoup de banques, c'est globalement attention à tes données. Tu vois, Ça, j'ai bien d'accord. j'ai parlé un peu récemment du Shadow EA en fait. Et les gens sont en train de faire n'importe quoi avec l'intelligence artificielle et l'automatisation. Ils te mettent des trucs dans le mec et machin. Alors moi, je leur dis, mais vous savez où elles passent vos données? Le mec il dit, oui, mais c'est hébergé en France, donc ça, ils n'ont aucune notion du risque en fait qu'ils prennent là-dedans. Ouais. Et ça, c'était un critère dans ton choix de Discord ou pas? Non. Alors en fait, Discord là-dessus, déjà il est plus indépendant que Slack, parce que Slack a été racheté par Salesforce. Oui, Salesforce. Ouais, c'est ça. Et puis quand tu parles de la sécurité des données, moi j'avais vu un truc, c'était que ChatGPT, si on prenait le format entreprise, au bout de 10 ans, tes données sont redonnées à Microsoft. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est dingue. Et les gens ils disent, super, bonne idée. Au bout de 10 ans, tu veux dire dans le jour suivant, quoi. Parce que, attends, juste après je te laisse parler, ils ont quand même fait une confi en disant on lance Visual Studio AI en disant nos intelligences artificielles ne sont pas entraînées sur vos données. Mais ça veut juste dire qu'elles ne servent pas d'entraînement, si tu veux. Mais qu'est-ce qui est fait des données? Et les gens te disent ah non, c'est secure parce qu'ils n'entraînent pas les IA dessus. Ok, donc tu dis oui, mais ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent à côté, quoi. Tu vois, il n'y a aucune garantie là-dessus. Non mais totalement, c'est vrai qu'ils sont envoyés direct à Microsoft, mais ils s'autorisent le droit de les exploiter pour l'entraîner ou je sais pas quoi au bout de 10 ans. Mais enfin, fondamentalement, ça veut dire que toutes tes données, par exemple de banque, sur lesquelles tous les employés ils ont travaillé avec ChatGPT, au bout de 10 ans, ça fuite. Donc pas top. Donc oui, une sécurité qui m'a... Alors je sais pas, je pourrais pas me prononcer là-dessus, mais c'est que Discord, en fait, fondamentalement, les développeurs de Discord, c'est une communauté. C'est-à-dire que c'est des gars qui ont créé une communauté, enfin un outil gratuit, qui continue à faire en sorte qu'il soit gratuit et qui en fait constamment demande à leur communauté d'utilisateurs comment on peut faire pour l'améliorer. Chose que Slack ne fait pas du tout et a choisi effectivement plus le profit, parce que de toute façon c'était une entreprise à profit, de se faire acheter par Salesforce. Comment ils font pour vivre si c'est gratuit? En fait, ils font la même chose que certains jeux vidéo, qui est d'avoir un système de boost, donc par exemple des emojis. Donc voilà. Après, T'achètes ton pack d'emojis. T'achètes ton pack d'emojis, je crois qu'il y a un système de booster de serveurs. Je pense qu'il doit avoir des. Pareil, C'est freemium, quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux personnaliser ton. Par exemple, j'ai pas de bannière. Parce que c'est comme si on avait un profil LinkedIn sur Discord. Et tu as le droit de mettre ta petite photo de profil, mais si tu veux mettre une bannière, c'est payant. Mais il y a forcément une entité juridique parce qu'ils sont hébergés où par exemple?
Ça, logiquement, les données qu'ils utilisent en France sont supposées être hébergées en France. Mais ça va Mais, bien dire, en fait. mais voilà, je suis d'accord avec toi, je ne pourrais pas dire. Chez plateforme. C'est la réponse de tous les heads of data de toutes les boîtes. Ah non, mais on est hébergé en France, on est hébergé chez une filiale française de Microsoft. Et tu leur dis, bah t'as rien compris à ton taf, quoi, tu vois. Voilà. Mais même à un moment donné, s'il y a un problème juridique, par exemple, tu perds tes data, à qui tu t'adresses? Moi, je suis pas du genre à flipper, c'est pas du tout mon créneau et tout ça, mais à un moment donné, il y a forcément une entité juridique d'ailleurs dans un pays quelque part. En fait, je pense que moi je serais hyper triste si je perds toutes mes discussions. Je pense qu'il n'y aura pas que de la tristesse. Dans l'idée, Je pense que tu vas péter un câble. voilà. le point de vue business derrière est quand même sauvé parce que nous on les a de notre côté, mais sur la communauté, d'avoir tout perdu, je suis d'accord, ça peut être problématique, et sur la sécurité des échanges aussi. Le problème, c'est quand on regarde aussi les discours, les règles sur des outils comme Slack, Discord, c'est que toutes les choses que tu as écrites dedans, c'est effectivement des données publiques qui sont envoyées à l'éditeur de logiciels. Voilà. Donc après, il n'y a pas trop de données sensibles dans ce qu'on écrit. Donc, Pour l'instant. Mais c'est plus, moi j'ai l'intelligence sur la fuite de données accidentelle ça peut arriver du jour au lendemain et qui va poser des soucis. D'où on en revient à ce truc de quand est-ce que je passe à mon propre SI en fait. Parce que je pense qu'à un moment donné, tu vas être obligé d'y venir. Parce que la taille de ta société, parce que légalement, parce que tu vas rentrer en bourse ou j'en sais rien. Et à partir du moment où tu rentres en bourse, tu peux plus te dire, ou parce qu'à un moment donné, tu as des investisseurs qui vont se dire, ok, on aimerait bien investir chez vous. Et là, effectivement, on se pose la question de où sont mes datas. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont complètement inconscients avec ce truc magique des SaaS et de l'automatisation, tout ça, quoi. Moi, je suis tombé dans la drogue des SaaS, on en parlait. Quand j'ai découvert le système des reventes des lifetime deals, j'ai pété un câble. Je me suis dit, j'ai envie de tout acheter. Donc en fait, je sais pas si vous connaissez le business des lifetime deals. Et le business des lifetime deals, c'est qu'en fait, toutes les solutions SaaS, quand ils se lancent, ils font des offres de dingue, lifetime deal à, je sais pas, 100 euros. Ah oui, d'accord. Et en fait, il y a les reventes de ces licences. Donc en fait, par exemple, si tu veux acheter un outil en ce moment qui marche bien, peu importe, tu vas aller sur des communautés Facebook de revente de lifetime deal et tu vas acheter ton logiciel. Donc moi, par exemple, je me rendais compte que je payais des licences SaaS peut-être 50 balles ou 100 balles par mois, alors que je pouvais avoir une lifetime deal à 100 euros. Donc j'ai commencé à tout acheter, je suis devenu acheteur compulsif. Et après, pour en fait. Peur de rater en fait l'opportunité ou d'en avoir besoin plus tard. En fait, je me disais, mais c'est tellement peu cher, alors que d'habitude on paye super cher pour des solutions SaaS, et ça me permettait d'utiliser des fonctions premium à un autre niveau, et donc surtout pour des automatisations avec des logiciels qui me permettaient de faire des trucs assez sympas. Je pouvais avoir un abonnement gratuit pour 100 euros à vie. Donc j'en ai testé quelques-uns, mais effectivement c'est pas viable. Donc en fait j'y prenais plus goût à découvrir les fonctionnalités plutôt qu'à l'utiliser au quotidien. Donc tu as fait un site de revente de lifetime. Ouais. C'est un changement de business jusqu'au bout, tu sais. Prochain, on y revient après, on continuera à discuter tout ça. Juste une autre question pour David, toi, donc, tu utilises Plasma aussi. Quelque part, tu as eu cette prise de conscience de ce besoin en gros de l'intégration des différentes briques que tu n'as pas encore, toi, Maxence, pas suffisamment peut-être dans ça. C'est quoi qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Alors en fait, il y a plusieurs choses qui ont déclenché ça. D'abord, j'ai une sensibilité à la question des données qui est assez vieille, et il se trouve que j'ai eu la chance de vivre en Afrique, et en Afrique, 9 fois sur 10, vous êtes en dictature, et donc la question de la confidentialité est essentielle. Donc depuis que j'ai 3 ans, je sais qu'on ne dit pas n'importe quoi, n'importe où, que les données qu'on a sur un ordinateur, sur un téléphone, etc., il faut y faire attention. Donc c'est, on va dire, presque une seconde nature. Donc assez vite, je savais qu'il faudrait avoir son propre système, donc être propriétaire de ces données, parce que on construit beaucoup mieux, ça permet de les sécuriser. Et donc, dès le départ, même si j'ai commencé en mode start-up, quand on commence en mode start-up, effectivement,
effectivement, le SaaS, c'est parfait. J'ai commencé avec Slack. Je savais dès le départ qu'il faudrait que je trouve une solution pérenne. Je savais aussi que pour avoir eu d'autres aventures entrepreneuriales et avoir fait du développement, que faire en interne, on risquait par certains côtés de se perdre. Parce que quand on fait en interne, on fait toujours des trucs super pointus qui répondent aux besoins très court terme et on ne se pose pas pour réfléchir. Et donc finalement, on s'est croisés il y a combien? 1 an et demi, 2 ans. Donc nous, on avait 6 mois d'existence. Et donc je me suis dit, voilà, les modèles sont relativement proches en termes de conception, en termes de besoins. Et donc c'était juste au moment où Skill se posait la question finalement de passer avec des plateformes produits. Et donc j'ai dit à Banco, on démarre et on se projette ensemble, en réfléchissant ensemble sur les besoins. Et tu avais une douleur opérationnelle déjà? Ou c'était quoi le Alors, déclencheur? oui, il commençait à y avoir des douleurs opérationnelles. Quand on décide de faire 150 onboarding en un mois, ça représente quasiment 150 recrutements. Parce que bon, on est sur une communauté qui est semi-fermée, donc qui n'est pas complètement ouverte. Donc il y a besoin de qualifier les gens, de savoir quels sont leurs... donc d'avoir des documents d'identité, d'études, de façon à vérifier les gens, enfin ce qu'ils ont, de vérifier qu'ils cotisent bien, qu'ils sont bien indépendants, qu'ils sont enregistrés en tant qu'indépendants. Donc enfin, il y a une certaine lourdeur. Et donc forcément, le faire manuellement avec des équipes ici en France, ça coûte cher. Donc oui, effectivement, dès qu'on commence à grandir, en fait, on commence à avoir des problématiques d'automatisation qui sont... Et c'était quoi les alternatives en imaginant qu'on ne se serait pas c'était- croisés? Alors, il y avait probablement, je pense qu'il y a certaines parties qu'on aurait développées en propre. Finalement, c'est ce qu'on a fait sur une des parties sur lesquelles il n'y avait pas de couverture en standard sur des outils open source que vous proposiez, sur des aspects de facturation et de vérification de facturation. Et probablement, on aurait été obligé de prendre des outils sur lesquels on aurait fait un tas d'API avec probablement... voilà, et ça aurait été un peu avec Zapier ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça aurait été probablement plus lourd et probablement on serait allé moins vite. Alors, au début, tu as l'impression d'aller vite parce que tu sais, tu vois concrètement, tu dis ah oui, je connais Zapier, un machin, un truc et tout. Tu as du résultat en fait, palpable. Bien sûr. Mais réellement, ce que tu es en train de construire, c'est une catastrophe. Mais moi, ce que je vois, c'est que. Ça dépend de ton horizon de temps. Et puis l'environnement. Alors, Architecte dans les. non, mais comme ça. je pense que les bons outils dont on a parlé tous les trois ne sont pas encore connus ou sont pas encore là et tout ça, et ils vont arriver, que ce soit votre système ou mon système ou machin, mais on sent que, tu vois, on sent qu'il y a besoin d'un truc nouveau en fait, il y a des besoins qui émergent et on sent que ce qui se passe aujourd'hui va forcément dépérir. Mais c'est vrai que du coup, moi je vois beaucoup de gens, notamment beaucoup de gens qui montent des startups, qui se lancent dans des trucs de SaaS, de machin, et tout, qui sont en train de monter des trucs qui, quand ils vont vraiment, à un moment donné, devoir rationaliser tout ça, juste pour mettre de l'intelligence artificielle, par exemple. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps, j'ai dit, mais quelle société en France est prête pour faire de l'intelligence artificielle? J'ai fait des banques, des startups, la poste, et machin, et tout, j'en connais pas une seule. Je connais pas une seule, pourquoi? Parce que pour faire de l'IA, il faut que tu aies des données de qualité. Vu le coût d'entraînement, C'est parce qu'ils ne nous connaissent pas. voilà. Non, mais je plaisante. Vu le coût d'entraînement d'une intelligence artificielle, si déjà, dès la base, tu te dis, bon, je vais les nourrir avec des données pourries, ça ne sert à rien, tu perds ton temps, on n'y va même pas. Et ça, je pense que les gens ne l'ont pas encore compris. Aujourd'hui, on vend à tout le monde de l'intelligence artificielle. Qui est capable demain de faire de l'intelligence artificielle? Personne, réellement. Tu vois? Et quand les gens vont comprendre... Ou alors sur des petits bouts.
Oui, Ouais, mais, sous l'ensemble. oui, mais Non, sur des petits bouts, il y en a qui arrivent à faire des choses. Mais c'est vrai que de façon massive, les gens, ils veulent faire. la qualité, bien Les sûr. gens, on leur vend ChatGPT dans ta boîte et demain tu feras une requête et ta boîte te sortira toute la problématique pour ton client. Ouais, enfin, Euh, cheetah, et ça, on n'y est pas. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, et l'espèce de rêve en fait dans lequel on est en train de faire un peu vivoter les gens, c'est de leur dire demain tu peux avoir ton chat GPT chez toi et tout machin. Technologiquement, j'ai envie de te dire oui. Techniquement, vu ce qui est fait, que ce soit via les SaaS ou machin, moi personnellement, je ne connais pas une seule société aujourd'hui où pour elle ça va être rentable de se dire je vais faire mon LL. Je ne connais pas une seule personne. Et est-ce que c'est un besoin? Parce que même toi, Maxence, tu disais, c'est même pas un besoin pour l'instant, enfin, tu le ressens pas. Si c'est un arbitrage financier, que tu ne travailles pas l'intégration du système, ou c'est juste que c'est pas encore un sujet? En fait, c'est surtout pour tester, en fait. Parce que l'avantage d'avoir des solutions qui te permettent de rapidement, des solutions SaaS, de rapidement faire des choses, c'est qu'en fait, il y a plein de devs de ces solutions SaaS qui se sont cassés la tête sur la problématique avant toi. Donc en fait, le but d'en tester plein, c'est de voir aussi ce qui fonctionne bien pour identifier les workflows qui sont appréciés de tes utilisateurs, tout comme de toi. Moi, mon focus, il est d'abord interne. Donc comment moi et mes employés, on va faire pour mieux travailler avec nos freelances, mieux travailler avec notre communauté et nos clients, pour que, c'est pour ça que je pense que beaucoup de plateformes qui vont développer justement de la tech et des plateformes ne sont pas utilisées du côté client et du côté freelance. C'est parce qu'ils n'ont pas assez testé. Et c'était la hype des plateformes. On est passé d'un modèle cabinet de conseil à un modèle SS2I, puis après ESN, puis après apporteur d'affaires, puis après un mélange de tout ça, et puis après les plateformes, que tout le monde s'est voulu se lancer sur le créneau, mais sans vraiment tester l'expérience utilisateur. Donc moi je pense que c'est d'abord pour tester, aussi parce que j'ai pas prévu de lever des fonds et que développer de la tech ça coûte quand même un bras, et que donc de le faire petit à petit sur certaines briques là-dessus. Est-ce que tu as évalué combien vaut le bras? Combien vaut le bras? Il vaut Les deux très bras, cher. les deux bras. Il vaut très cher, mais il vaut très cher si on voulait tout faire d'un coup. Mais c'est pour ça que moi je fais brique par brique. Je me dis que dans un premier temps, je vais développer une brique qui fonctionne super bien pour par exemple le paiement de mes freelances. Une autre brique plus tard, ce sera le process. En fait, quand quelqu'un va postuler chez nous à une mission, donc maintenant il a deux possibilités, c'est soit il veut être rappelé automatiquement, parce qu'en fait on a identifié que chez les freelances, même s'ils reçoivent des offres sur d'autres plateformes, ils ne répondent pas, parce qu'ils sont un peu découragés, puis ils ont un peu peur ou ils n'ont pas le temps, donc on leur dit je vais être rappelé, comme ça il n'y a pas une grosse difficulté, ou alors ils postulent avec un formulaire plus personnalisé selon la mission. Et donc ça il fallait l'automatiser, le tester tout de suite. Au début j'avais fait un premier formulaire, les gens ne remplissaient pas, enfin ils postulaient pas. J'en ai testé un autre, j'ai testé un autre outil, j'ai testé le rappelez-moi automatiquement, j'ai fait des intégrations, tout ça. Et comme ça me permet de tester. Quand j'aurai bien testé, je développerai. Et grosso modo, tu es conscient du besoin, mais c'est Ouais. juste un arbitrage financier, c'est pas encore le moment. Quoi. Dans C'est ton ça. esprit, c'est cher. Mais finalement, si c'était pas cher, limite, tu le ferais déjà. De la même manière C'est ça. Enfin, je serais prêt à mettre le prix honnêtement. Ouais. Je pense que ça va être le cas pour Wellfair. C'est juste de pas mettre le prix pour rien. Donc en fait, C'est surtout bien qualifier ton besoin, quoi. bien qualifier mon besoin. Et comme je pense qu'il y a beaucoup, même chez nos clients, de gens qui disent ah je veux ça mais ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent parce qu'ils l'ont pas testé, je me dis je peux quand même, alors que je le dis répète constamment à mes clients, je peux aussi appliquer la règle à moi-même quoi. Et alors, quand on s'est croisé au Freelance Festival, là, on discutait avec une autre société là, qui a dépensé 1 million de manière externe, on en parlait tout à l'heure, avec peu de succès, avec une agence pour faire sa plateforme. Puis après, qui a créé son équipe en interne avec 5 personnes, donc 500 000 par an. Voilà. Ça, c'est assez cher. Ouais. La question qui se pose, c'est tu serais prêt à faire comme tes clients, finalement, toi-même, à faire appel à des gens de ta communauté pour faire ça, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je le fais constamment. En fait, moi, je trouve que le système du freelancing est très bon parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, le freelancing, mais non, mais parce que la personne n'est pas dans ta boîte, etc. Mais ça, c'est un problème du client. Si tu n'arrives pas à motiver les personnes dans ta société ou travailler sur ton projet, c'est pas parce qu'ils sont freelance, c'est complètement autre chose. Donc, moi je suis convaincu qu'aussi les meilleurs profils sont plus indépendants parce qu'ils ont tendance à se dire je vais choisir mon client. En fait, moi je me dis que par exemple mes grands-parents ils restaient 15 ans dans la même société, mes parents ils ont fait plusieurs sociétés, on va dire ma génération maintenant ils créent leur société où ils sont indépendants. Et en fait, il y a un changement de rapport de force où avant c'était les sociétés qui avaient tout le pouvoir et les talents qui toquaient à leur porte, et maintenant c'est l'inverse, c'est les sociétés qui veulent pour avoir les meilleurs talents toquer à la porte des indépendants, donc des talents. Et donc moi je fais toujours appel à des freelances chez nous
pour gérer du marketing, gérer de la finance, gérer de la tech, éteindre un incendie sur un sujet sur lequel j'ai aucune idée. Et eux, en fait, interagissent avec nous. Si tu as une certaine culture d'entreprise, tu peux comprendre comment le travail est fait, bien le qualifier, créer de la ressource là-dessus pour qu'il reste exploitable. Donc je pense l'exemple le plus classique, c'est de dire si tu as un développeur qui derrière son code met pas aucune indication, versus un développeur qui met des indications à chacune des lignes ou qui crée une banque de ressources après quand il fait le livrable. Il y avait une Pardon, question. vas-y, question. J'ai plein de questions. Non, mais il y avait une question là. Ah, une question aussi. Petit. Je crois que c'est bon. Oui, Ah. Quel est ton intérêt business en tant que plateforme à développer une communauté, considérant que, puisque tu en parlais, la plupart des plateformes ont commencé à développer des communautés et ont moyennement réussi, Ouais. peut-être se sont délaissés de cette Mm. communauté. Pourquoi retenter encore une fois? Est-ce que c'est vraiment un intérêt business de le faire? Moi, je pense que c'est pour le kiff. Hein. Ouais. C'est surtout parce que je me dis on peut se rassembler, prendre une bière, les gens ils sont contents. Moi j'ai monté cette boîte plus par ras-le-bol plus que par business. Pour le sens, quoi. Pour le sens, ouais. Parce que je pense que sinon je me casserais pas autant la tête, je resterais freelance. Parce que ça rapporte plus et c'est moins d'emmerde quand même. Ça, c'est un bon retour d'expérience. C'est ça, parce que là tu prends la responsabilité de tous tes clients, de tes freelances. Tu portes le risque, donc ton client quand il est pas content, faut que tu ailles éteindre son incendie. Moi ça m'est arrivé que le client il soit content pendant 1 an avec un même profil et puis en fait le profil un jour il pète un câble et on ne sait pas pourquoi et il réagit super mal à un client et le client qui me rappelle je comprends pas, donc il faut gérer, pareil des clients qui payent pas, des freelances qui veulent être plus payés alors qu'ils ont moins bien travaillé, donc du coup il faut gérer tout ça. Et donc pourquoi je crée la communauté, c'est pas forcément du point de vue business. Moi je pense que ça va aider. Pour l'instant, je n'ai pas encore la preuve, mais je pense que c'est sûr. C'est plus pour se rencontrer. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais freelance, j'avais bossé, en plus c'était la période du Covid, j'avais bossé avec une autre freelance qui venait d'arriver en France et qui m'avait dit, à la fin d'une réunion Teams pour un client, parce qu'on était 2 freelances indépendants, qui m'a dit oui, ça ne te dérange pas de rester 30 minutes de plus pour qu'on discute. Et je ne comprenais pas du tout pourquoi elle me demandait ça. Et pendant 30 minutes, on a juste parlé de nos vies. Et elle m'a dit, écoute, je viens d'arriver en France, j'ai pas d'amis. Donc en fait, je veux faire des amis. Moi, j'avais pas trop ce ressenti parce que j'avais quand même des amis autour de moi. Je venais sortir d'école, donc ça allait. Mais je peux comprendre une personne qui vient de s'installer en France ou à Paris. Juste au moment du Covid. Juste au moment du Covid. Forcément. Et donc je me suis dit, ouais, voilà, si les gens peuvent se rencontrer, prendre des bières. D'ailleurs, moi je pense que j'imagine un monde où, par exemple, je pourrais louer une énorme salle. On pourrait tous rigoler ensemble, prendre des bières, échanger. Et si un jour, par exemple, il y a un bébé Coino qui arrive avec 2 freelances qui se sont rencontrés à notre événement, moi je suis content. C'est ça ta métrique de succès. Voilà, c'est ça. Bébé Coino. Maxime Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a Maxime Nicolas, c'est ça? Non, Non. ils se connaissent. Non, oui, j'ai vu Maxime. Alors moi j'ai une autre petite question, puis après on pourra continuer en mangeant et buvant, sauf si vous avez d'autres questions. C'est est-ce que tu as une idée du nombre d'applis que tu as dans ton système d'information? Alors récemment Aujourd'hui. oui, parce qu'il y a mon directeur financier qui m'a dit bon, il serait temps de calculer le nombre de licences que tu as payées en lifetime deal, notamment des trucs récurrents. Donc je pense qu'on en a plus d'une quinzaine. Ouais. C'est quoi, ça te coûte à peu près par an du coup? Et du coup, oui, alors je ne saurais plus dire précisément, mais Il a tout en lifetime deal. avant d'avoir découvert ça, effectivement, ça me coûtait peut-être 10 000 euros, 5 à 10 000 euros Par mois ou par an. Alors, moi, j'ai Donc, une ça question. Est-ce que les lifetime deals dans le temps prennent de la valeur? C'est un placement. C'est un très très bon point, et oui. Finalement, parce que si tu achètes un lifetime deal à 60 euros et que maintenant la plateforme te coûte 60 Augmente les euros prix, ouais. par mois, Avec l'inflation. avec l'inflation, Ça mais dépend c'est des surtout que plateformes, quand tu après. achètes ton lifetime deal, tu n'es pas sûr que la boîte elle continue à fonctionner. Ouais. Donc tu as une solution SaaS, donc par exemple, la dernière fois j'ai sauté sur une offre parce que la personne dit oui, je le vends comme ça, et en fait c'est le prix d'un mois d'abonnement. Sauf que quand lui il l'a acheté, la boîte elle était pas sûre de continuer au bout d'un an. Donc lui, Tu as une quinzaine d'applis comme ça. non, là, je viens de commencer, mais je me suis calmé. Est-ce que tu t'es fait un board pour voir chaque mois combien il a gagné et tout? Ouais. Ah, mais il y a des groupes Facebook depuis 10 000 membres là-dessus. Hein. C'est un business de dingue.
Ça fait Raphaël, penser au ça, forfait ton- fini de SFR. ou Ah oui, SFR, à Les l'époque, mecs, ils se rendaient, non, il y avait Est-ce ça. que tu as calculé le temps que tu as passé à tester toutes les applis, toutes les solutions SaaS? Attends, Raphaël, c'est pas la question pour. Les solutions SaaS que tu as essayées Oui. pour ta boîte, est-ce que tu as calculé un peu le temps que tu as passé à les tester? Ça sent le vécu, Raphaël. Je pense que j'arrête de compter parce que c'est le moment et on est 22h, je découvre une nouvelle solution. On en et est je au passe même la point, soirée, d'accord. c'est ça. Et donc je pense trop de temps, surtout que en C'est un fait, coup terrible. ouais, c'est un coup terrible, surtout qu'en fait j'appelle ça de la procrastination moderne aussi, où en fait au lieu de travailler sur les trucs concrets, tu vas dire oh mais il y a un truc super et puis tu vas commencer à te dire mais ça va vraiment m'aider, alors que pas du tout, mais juste C'était voilà. agréable de tester. Voilà, c'est ça. Et puis c'est du temps de CEO. Ouais. Pardon. Il y a aussi testé beaucoup de ça. Est-ce que tu as testé beaucoup de choses? Alors, non, parce que, alors oui et non. Disons que les solutions type Slack, en fait, je les avais. Il se trouve que vu l'historique que j'avais déjà pas mal de solutions comme ça. Et les besoins que j'ai eus, j'ai fait du micro-développement. Parce que en fait, je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite. Donc, dans certains cas, j'ai fait des choses, mais la plupart du temps, j'avais vraiment l'impression que ça allait être compliqué et que j'allais passer plus de temps à faire des choses voilà, que faire moi-même. Donc j'ai recodé un peu, par exemple sur toute la gestion des paiements avant de développer de faire le développement qui maintenant tourne, même si c'est pas voilà, en tout cas pas encore un élément, un module de plasma. Je l'ai développé sur Access parce que j'avais fait à l'époque des développements sur VB sur Access, donc ça m'a pris une demi-journée. Parce que ça, c'est juste pour préciser, c'est un truc clé, bien entendu, que les freelances soient payés en temps et en Voilà, heure. c'est ça. Et, Voilà. Et là, toi, tu as plein de problèmes de paiement. Exactement. d'enjeux, quoi. Exactement. Donc, Et complexité de moyens de transfert paiement. d'argent. exactement. Voilà, Ouais. parce qu'en fait, c'est du paiement de petites sommes à l'international sur des pays qui sont compliqués. Donc, voilà. Toi, non, Raphaël, c'est un vrai problème. T'as passé tes soirées à tester du SaaS. Une partie des nuits, aussi des week-ends. Non, ça a été vraiment un enfer. Mais nous, à l'époque, sur ma précédente boîte, on avait tout testé. On avait un business communautaire aussi, avec un réseau d'experts que j'ai transformé sur une nouvelle boîte. Mais ça a été effectivement des centaines d'heures à tester. Et en fait, à chaque fois, pour aboutir à un résultat un peu médiocre systématiquement. Est-ce que je pourrais faire un gros Pareto et dire que ça faisait 80% du boulot, mais que les 20% restants, c'est douloureux? C'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est pas mal. Et est-ce que tu retiens un outil SaaS que tu utilises encore aujourd'hui ou pas du tout? Au final, oui, Notion, parce qu'il n'y a, Voilà. y a rien d'autre qu'une donnée à plus ou moins brute qu'on peut bricoler. Mais C'est une forme de liberté, parce que c'est pas structuré. Là. c'est ça, exactement. Oui, C'est en ça, fait, c'est ça. je pense que c'est. Je crois qu'on finit tous avec ça. Ouais. quand on a Est-ce ça. qu'on se reprend C'est Google Spreadsheet et, C'est ça. et Notion. Voilà, c'est Enfin, ça. ou Excel et Ah, Notion. mais c'est pas une blague, maintenant je Non, suis non, passé mais là-dessus, c'est plus rapide quoi. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Puis après, on Ouais, moi j'ai continue. une question. Est-ce que quand vous demandez à des gens de développer pour vous, est-ce que vous avez conscience à la fin de alors je sais que c'est très dur et je sais pas si vraiment vous allez comprendre, mais est-ce que tu as conscience de tu as un logiciel qui marche, qui fait le job, mais est-ce que tu as conscience derrière de ce que la personne a fait? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a produit, le système, le code qu'elle a produit, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est de qualité, comment il va vieillir, est-ce qu'il est pensé pour durer, est-ce qu'il est pensé pour être évolué et tout ça? Est-ce que vous arrivez, en n'ayant aucune connaissance technique derrière ça, est-ce que vous arrivez à évaluer un petit peu ce genre de choses, ou est-ce que c'est des sujets qui, parce que vous êtes dans l'expérimentation, dans la recherche de votre modèle et tout ça, ne sont aujourd'hui pas importants pour vous? C'est une très très bonne question et j'ai découvert un style chez les développeurs par exemple. J'ai découvert que les développeurs avaient un style. Donc maintenant je leur demande c'est quoi ton style pour développer. Donc il y en a qui vont me dire alors moi j'aime bien tester plein de trucs ou faire de cette manière-là ou d'une autre. Et en fait identifie certains styles par exemple de dev qui vont avoir des projets qui vont durer. Et puis après donc, évidemment c'est ça la partie la plus difficile.
plutôt que moi, mon rôle, c'est de vendre aussi un client, un truc qui va fonctionner à terme, et que derrière, il y a parfois des équipes de DSI qui vont nous tomber dessus parce qu'on est des prestats et qui vont dire ah, c'est dégueu. Et donc souvent, il y a certains styles qui marchent mieux que d'autres. Et pareil, un truc qui est le plus important, c'est la ressource. Donc s'il y a une belle documentation derrière, qui aussi est basée sur d'autres documentations prouvées par d'autres, je trouve que c'est pas mal. Mais l'aspect communautaire là-dessus, encore je vous rejoins avec les tests d'autres développeurs, et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de valeur. De bonne pratique. Est-ce que tu en penses de ton côté? Alors, ouais, il y a deux choses. La boîte est jeune. Donc, la vitesse à laquelle les outils évoluent est telle que je ne me suis pas posé ces questions. Quand j'ai créé la base d'Access, je savais qu'elle durerait, allez, maxi 1 an. Oui, c'est toi qui l'as faite là. En plus, c'est moi qui l'ai fait. Complètement. L'étape d'après, c'est que j'ai pris un stagiaire pour faire du développement sur du Node.js, Express, etc. Et j'ai mis aussi les mains dans le cambouis. Donc je savais ce qu'il faisait, j'ai mis de la documentation, donc je sais ce... Et l'étape d'après, finalement, c'est de le faire donc avec Skilled. Alors effectivement, là, il y a une notion de maîtrise que je perds forcément, parce que j'ai pas même si on est sur des outils open source, donc ça aide quand même à faire en sorte que on reste dans un certain cadre. Mais probablement, l'étape d'après, c'est d'avoir des équipes en interne qui supervisent ces aspects-là. Mais le fait que ce soit quelque chose avec des équipes qui sont, enfin, qui ont une expérience, j'aurais du mal à embaucher des gens qui ont individuellement le niveau d'expérience collective que Skilled a. Et donc finalement, je considère, en tout cas pour le niveau de maturité de ma boîte, très largement suffisant. D'accord. Mais à mon avis, il faudra forcément, l'étape d'après, c'est d'avoir un CTO à qui on fait vraiment confiance et qui a la capacité de vérifier que on est dans l'état de l'art, qu'on projette les choses, qu'il y a une compatibilité, etc. Ouais. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la... Non, si, ça répond complètement, parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés tous les trois, on a une certaine vision de demain, comment on pense qu'il faut construire des systèmes d'information. Et c'est complètement différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment complètement différent. Et moi, aujourd'hui, ce que je cherche à faire, et je vais certainement sortir ma plateforme dans une plateforme de forme d'éducation, en fait, pour expliquer aux gens comment demain on doit penser la data et comment on doit penser la data et penser transformation de data pour construire des systèmes d'information. Et je suis parti un peu dans une croisade pédagogique pour éveiller les gens là-dessus, pour dire attention, ne faites plus n'importe quoi, parce qu'à partir du moment où on commence à penser data, on a une façon de visualiser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a une façon de visualiser un système d'information. Et dès que tu sais visualiser ton système d'information, tu reprends un peu la maîtrise de ce que tu peux faire avec. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Et il y a un truc qui est très intéressant à ce niveau-là, sur les nouveaux paradigmes en fait, qui sont en train d'arriver, qui changent drastiquement en fait le rapport. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème que demain, avec le système que je construis, qui est un peu sur des paradigmes un peu similaires que ce que eux font, tu seras capable de visualiser tout ton système d'information sans aucun problème. Et c'est sur cette base-là que je suis parti, parce que pour moi, c'est très important que quand les gens aujourd'hui vont demander ou vont faire l'effort, ou vont mettre de l'argent ou du temps dans un développement, ils puissent comprendre, oui, du début jusqu'à la fin, d'où c'est parti, tout ce qui a été fait, par où c'est passé, et quelle est la qualité de ce qu'ils ont à la fin. Tu vois? Et je pense que... Oui, alors, ça pour moi, c'est deux choses différentes. La compréhension de la donnée, etc., et du cheminement de la donnée, je pense que ça, je l'ai encore. Par contre, la partie codage, ce qui est encore autre chose, c'est une couche pour moi en dessous. Là, pour le coup, c'est un peu différent. Ouais. C'est compliqué parce que maintenant, la surface du code des systèmes... Ah ouais, il est énorme. Non, mais à l'échelle d'aujourd'hui, c'est... Voilà, je ne sais même pas si on est capable...
sauf à se plonger à chaque fois dedans. Enfin, Non, demain, en fait, les plateformes qu'on cherche à construire, tu n'écriras plus de logiciel, tu vas décrire ton logiciel. Et la description générera du code, en tout cas, et te garantira que l'infrastructure suit, l'architecture Je suit. fais Bon. le timekeeper parce que je pense Ouais, qu'on est en t'as retard, raison. mais après Ouais. on peut continuer. Je pense que l'inversion, si je résume le mot de la fin de ce que tu dis, c'est qu'il faut penser data plutôt que application, et encore data, moins c'est clair. qu'interface. Oui, C'est ça, on surtout est d'accord. Voilà. Et que ça devienne une commodité en fait, le transport de la data, mais que le vrai sujet c'est ton modèle de données et de pilotage et ton intégration de ton système Voilà. globalement. Exactement. Ouais. Et ça, en fait, tout le monde peut le comprendre. Après, une fois que tu sais décrire ta data et les transformations métiers, après que tu génères du code en C, en machin, en plateforme, Oui, on est bien d'accord. tu t'en fous. Mais ce qui est important pour moi demain, c'est que la personne, elle sache enfin, qu'est-ce qui est fait avec ces données. Ce qui se passe. Voilà. Beer time. ok. Merci.